vu qu'on est directement sur ma petite présentation, moi, je vais vous présenter, on va dire les différentes formes déjà de alors je vais pas dire que de demi-pension, mais de location de chevaux et ça va prendre en compte justement la demi-pension. Juste pour me présenter rapidement, moi je m'appelle donc Montaine d'Auxerre, je suis propriétaire de mon cheval Hockey depuis un peu plus de 10 ans. Maintenant il a 23 ans. Avant d'être propriétaire, j'étais cavalière de club et justement, je l'ai eu comme, cheval, en demi-pension dans mon ancien centre équestre et bah, j'ai eu ce côté un peu où j'ai découvert la demi-pension et du coup un peu les responsabilités qui vont avec, quand j'étais adolescente et après ça, quand je suis devenue propriétaire, j'ai moi-même cherché des demi-pensionnaires pour mon cheval, pour plusieurs raisons qu'on va voir ensemble. Alors, du coup, dans tout ce qui est un peu formule de location-colocation d'un cheval, je vais passer très rapidement dessus, sachant que je ne vais pas aller très loin sur tout ce qui est question de contrat et ce que ça implique, on va dire, plus légalement, puisque je crois que ça va être, traité un peu plus en profondeur juste après. Donc pour la pension globalement, tout le monde doit à peu près connaître le principe. C'est une participation financière que le cavalier va avoir en échange de jours de monte ou de, s'il ne monte pas, de droit entre guillemets de s'occuper du cheval, de passer du temps avec lui, et cetera, et cetera. Des fois, ça va impliquer effectivement des partages de frais de pension, de ferrures et de soins, mais ça va vraiment dépendre finalement du contrat de demi-pension que vous mettez en place. Voilà. Après, il y a le tiers de pension qui va être quelque chose d'un peu plus réduit. Souvent, c'est en termes de jours de soins du cheval ou de monte du cheval c'est ce qui va faire que le cavalier en question, le demi-pensionnaire, va avoir un petit peu moins de dépenses liées à cette location, colocation du cheval. Et ces deux formules-là, ce qui est assez intéressant à mettre en avant, c'est que généralement, le cheval, il reste auprès de son propriétaire. C'est souvent le cavalier demi-pensionnaire qui va venir auprès du cheval pour s'en occuper. Et c'est ce cavalier en particulier qui va vraiment apporter, on va dire, qui va participer aux frais. Et après, dans d'autres typologies de colocation d'un cheval ou de location d'un cheval, il va y avoir le confiage, qui est une formule un petit peu plus poussée où le cavalier propriétaire, lui, va avoir entre guillemets moins la main sur le cheval puisqu'il va vraiment le confier, d'où le terme de confiage, à une autre personne, un autre cavalier ou voilà, une personne qui va en prendre soin. Donc ça peut être soit un centre équestre qui va l'utiliser pour ses activités ou pour cavalier, un cavalier autre pour son usage personnel. Ça peut être pour de la compétition ou pour juste avoir un cheval de compagnie, ça se fait aussi. Et il y aura tout ce qui est valorisation aussi. Donc ça, c'est un peu plus divisé dans le sens où il va y avoir des personnes qui vont valoriser le cheval soit contre rémunération ou d'autres contrats où ça va être un peu plus du gagnant-gagnant. Mais je ne vais pas trop avancer sur ces sujets-là parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, dans ces typologies-là de colocation, si on peut les appeler comme ça, le cheval va être en général déplacé loin de son propriétaire ou déplacé euh, auprès de son gardien ou cavalier. Ensuite, on va du coup se focus un peu sur la demi-pension qui est, selon moi, et je pense que beaucoup seront d'accord, une solution qui est assez bénéfique pour les cavaliers propriétaires sur plusieurs points, notamment parce qu'il y a un partage des frais qui nous permet de pratiquer notre passion de façon plus économique, qui va aussi nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour soi en partageant un peu de notre temps, enfin du temps qu'on passe auprès de notre cheval. On va diminuer un peu ce temps des fois si on a besoin de temps pour soi parce que je trouve que c'est quelque chose d'important qu'on a tendance à oublier en tant que cavalier, on s'oublie un peu. Et le problème étant que quand notre vase est vide, il est compliqué d'aller remplir celui de quelqu'un d'autre et notamment celui d'un cheval. Donc ça peut être quelque chose à prendre en compte quand on est propriétaire ou cavalier, de se dire ok, je veux vivre ma passion du cheval, je veux passer du temps avec un cheval, mais à côté de ça, je me préserve un peu de temps pour moi aussi. La nuit-pension, c'est aussi quelque chose qui peut apporter des connaissances techniques ou des connaissances plus théoriques, dans le sens où des fois on rencontre des personnes qui vont nous apporter beaucoup, que ce soit le propriétaire ou le cavalier en question. Moi personnellement, en tant que jeune propriétaire de mon cheval, j'ai eu
demi-pensionnaires qui étaient beaucoup plus avancés techniquement que moi et qui m'ont appris beaucoup de choses, voilà, par le biais de la demi-pension. Et j'en arrive au dernier point qui est de belles rencontres, parce qu'en plus d'avoir quelque chose qui est donnant-donnant sur plein d'aspects, on fait aussi de très belles rencontres avec de très belles personnes. Voilà. Et je pense que c'est un aspect assez important à mettre en avant. Ensuite, donc, on va arriver sur la petite partie du match parfait, entre guillemets, qui est de trouver le bon cavalier pour le bon cheval et vice-versa. Vous m'entendez toujours parce que je me sens très seule face à mon écran. On t'entend, c'est super. Parfait. Donc du coup, pour la question du bon cavalier pour le bon cheval, qui va être surtout à se poser d'après les propriétaires, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi, qui veut qui veut prendre mon cheval en pension potentiellement, a le niveau adapté. C'est vrai que c'est pas toujours évident de jauger du niveau d'une personne, notamment quand nous-mêmes on n'est pas forcément formés à cela. Donc, on va arriver par la suite à quelques petits conseils là-dessus. Ensuite, il y a aussi la question des objectifs. Est-ce que la personne qui est en face de moi, elle veut faire avec mon cheval du loisir, de la compète ou peut-être juste du travail à pied? Enfin voilà, il peut y avoir plein d'objectifs différents. Il y a des personnes qui sont très axées sur la compétition, d'autres qui veulent juste passer du temps avec un cheval parce que c'est leur animal de cœur et qu'elles aiment leur présence. Enfin voilà, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. La disponibilité, l'implication évidemment. Est-ce que la personne va être disponible autant que j'en ai besoin ou qu'elle le prétende dès le départ? Il faut vraiment poser ça au clair dès le début. La comptabilité non, compatibilité peut-être un peu plus avec le cheval, donc au niveau du tempérament, de la discipline forcément. Si on a un cheval qui a pas du tout d'appétence pour l'obstacle et qu'on se retrouve avec un demi-pensionnaire qui ne veut faire pratiquement que ça, on est mal barré. C'est du vécu. Et après, c'est une question qui pour moi est très importante, c'est les méthodes et les valeurs communes entre le cavalier demi-pensionnaire et le propriétaire, parce qu'il peut y avoir des gros désaccords qui vont mettre à mal finalement le bon déroulé de la demi-pension. Et puis, enfin voilà, après c'est aussi émotionnel que ça va faire un peu de grabuge. Donc c'est quelque chose, c'est des questions à poser quand vous rencontrez quelqu'un pour prendre votre cheval en demi-pension. Et inversement, quand on cherche le bon cheval pour une demi-pension, c'est vérifier que le cheval a le niveau et les capacités que vous allez lui demander, tout simplement, parce que, enfin voilà, je pense que j'ai pas besoin de détailler plus sur le sujet. Après, encore une fois, les objectifs. Est-ce que le cheval va correspondre à vos objectifs ou pas? C'est à peu près la même chose, hein, finalement, que ce soit en face, que ce soit pour le propriétaire ou pour le cavalier demi-pensionnaire. Et il y a aussi la question des soins spécifiques requis pour le cheval. Il y a des chevaux qui, comme on le sait tous, malheureusement, ont des maladies, ont des pathologies particulières qu'il faut réussir à soigner au quotidien et qui peuvent demander des compétences, qui peuvent demander du temps, de l'implication et qui vont aussi demander à ce que des fois le cheval ne soit pas monté. Donc ça, c'est quelque chose quand on cherche un cheval en pension, des questions à poser pour ne pas se retrouver un peu sur les fesses le jour où on se rend compte que finalement le cheval, il n'est pas montable ou il y a tant de soins à faire par jour ou par semaine, enfin bref, qu'il y a un protocole particulier. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à poser comme question si vous allez essayer un cheval en demi-pension, si vous rencontrez son propriétaire. Et aussi les conditions de la demi-pension, parce qu'il y a des propriétaires qui vont mettre certaines restrictions, notamment le fait de ne pas sauter, c'est quelque chose que je vois souvent, hein. Pas le droit de sauter si c'est pas encadré par un moniteur, ou des fois c'est pas le droit de monter si c'est pas encadré par un moniteur. Enfin, il y a beaucoup de clauses au final qui peuvent être mises en place, donc c'est dans des conditions à vérifier au préalable. Je vais pas parler du matériel, mais voilà, il y a des propriétaires qui ne prêtent pas leur matériel. Ça, c'est un fait aussi. Et encore une fois, les méthodes et les valeurs communes entre le demi-pensionnaire et le propriétaire. J'ai mis un petit tips. Je ne sais pas si c'est quelque chose de commun pour toutes les personnes qui regardent ce webinaire, mais si jamais, ça peut être intéressant de prévoir une période d'essai
quand vous commencez une demi-pension pour juste, vérifier, que le match est validé. Ensuite, justement J'ai les petites erreurs à éviter, que j'ai notamment tirées de mes expériences personnelles. Il y a cette question d'évaluation du niveau du cavalier ou du cheval. Donc, ce qui peut être fait pour contrer une «erreur» entre guillemets, une mauvaise évaluation, c'est de faire des essais encadrés, soit avec, la personne enfin le coach par exemple de vos écuries qui connaît votre cheval ou qui vous suit et voilà, qui pourra tout à fait, normalement avoir un avis, cohérent sur la personne qui est en train d'essayer le cheval. Éventuellement de préparer, non, c'est pas le terme que je voulais, de mettre en place un deuxième essai parce qu'il se peut que la première fois ce se soit pas forcément passé pour, 36 000 raisons. Ça peut être le cheval qui est pas dans un bon jour, le cavalier qui est pas dans un bon jour, mais se dire pourquoi pas tenter un deuxième essai, on ne sait jamais, ça peut mieux se passer et être plus, révélateur de quelque chose sur le long terme. Enfin, voilà. Ensuite, autre petite erreur qui peut être évitée, c'est, justement des attentes qui sont mal définies entre le cavalier et le propriétaire. Donc c'est pour ça que dès le début, comme je vous le disais, il faut vraiment être en accord, sur les objectifs et les conditions avant de se lancer, dans l'aventure. Ensuite, il y a le manque de clarté sur les responsabilités. Donc c'est quelque chose, je pense qu'on va vous en parler dans toute la partie contrat, de définir qui gère les soins, les blessures, les frais, mettre en place éventuellement un planning. Il y a plein de solutions là, comme Google Drive, un calendrier, papier qui serait aux écuries. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour, que chacun soit sûr de ce qu'il a à faire et quand surtout. Et en dernier point, les problèmes de communication. C'est souvent quelque chose de très commun, dans tout ce qui est, relations humaines. Donc ne pas hésiter à communiquer, dès qu'il y a une question, dès qu'il y a une incompréhension et de faire des points réguliers pour savoir où on en est et où on veut aller. Et évidemment, tout ça mène à la question du contrat qui va être détaillée par la suite. Et après ça, je vais laisser la parole, pardon. Mes petits conseils perso que, moi j'aurais bien aimé avoir quand j'étais jeune cavalière, c'est de ne pas, décider d'acheter un cheval en se disant: «Je vais le financer grâce à la l'ADP». Parce qu'en fait après on peut avoir la problématique de trouver rapidement une DP, de pas faire enfin un demi-pensionnaire du coup, désolée, je vais plus rapidement. Mais, on peut avoir la problématique d'aller trop vite dans ce choix, de pas faire attention à ce que le cavalier, qui est devant nous soit vraiment adapté à notre cheval, enfin que ça matche vraiment. Voilà, on perd finalement du temps, on peut mettre aussi potentiellement notre cheval en danger, le cavalier en danger, bref. Heu, c'est voilà, l'ADP, c'est pas une option de financement d'un cheval selon moi. Après chacun voit midi à sa porte, mais c'était mon petit conseil perso. Voilà, voilà. trop bien. Bah, merci beaucoup, pour cette, présentation. Peut-être avant de partir sur la partie, contrat, on peut passer à quelques petites questions. Moi, j'ai des questions pour toi, pour enchaîner, mais il y en a d'autres qui peuvent poser aussi. C'est pour toi ou ça peut être pour, d'autres personnes aussi? Je pense qu'on va aborder le sujet, je pense à Romain et l'Élodie, enseignante, vous allez peut-être avoir des choses aussi là-dessus. Tu parlais de match parfait, du coup, pour entre le cavalier et le cheval. Mais est-ce que le match doit être que entre le cavalier, enfin Mmh. futur demi-pensionnaire et le cheval, ou est-ce que on est obligé de bien s'entendre avec le propriétaire? Est-ce que quand Ouais. on rencontre un propriétaire, il faut que ce soit un match auprès des deux personnes, ou si on match bien avec le cheval, ça suffit, ou si on match bien avec le propriétaire, on se dit bah on va trouver un arrangement, ça suffit, ou faut forcément les deux? Moi, pour moi, hein, c'est important, comme je le disais, que le cavalier et le propriétaire soient en accord, du moins sur toutes les questions qui concernent le cheval. Que ce soit sur la façon dont on va monter le cheval, les méthodes qu'on va utiliser, enfin finalement qu'il y ait, une philosophie équestre un peu commune et qu'on aille dans un sens commun. Que le travail de l'un ne va pas défaire celui de l'autre ou que voilà, que ça matche vraiment dans ce sens-là. Après on n'est pas forcé d'être, la meilleure amie ou le meilleur ami de son demi-pensionnaire. Moi, une de mes meilleures demi-pensionnaires que j'ai adoré partager mon cheval avec elle, c'était quelqu'un qui était plus âgé que moi. Je crois qu'on avait bien 15 ans d'écart. C'était pas ma meilleure amie du tout, mais elle travaillait mon cheval comme moi je l'aurais fait,
avec vraiment les mêmes valeurs, les mêmes, des méthodes, j'aime bien moi les méthodes assez douces, j'aime prendre le temps et elle prenait le temps avec mon cheval et c'est tout ce que je demandais. Elle lui donnait du temps, elle prenait le temps aussi et voilà, c'était ça qui était le plus important pour moi, vraiment en termes de philosophie équestre. Après, voilà, que ce soit, ta meilleure amie ou pas, ça pour moi, c'est pas important. Mais vraiment que toutes les questions qui concernent le cheval, on soit tout à fait en accord, là-dessus. Trop bien. Et peut-être pour essayer de décider, enfin, parce que philosophie équestre, dans le sens où c'est quand même assez large et Mmh. c'est aussi un peu nouveau, cette question de se poser la question comment est-ce qu'on monte le cheval, quelle pratique on a. Est-ce que tu as une idée de questions qu'on pourrait poser? Par exemple, je vais à un essai, je vais rencontrer un propriétaire ou j'envoie un message à un propriétaire pour essayer de déceler et de comprendre. Enfin, est-ce que du coup, si t'envoies c'est quoi ta pratique, ça suffit? Enfin, si toi, tu devais le faire, t'enverrais quoi comme type de message? Moi, tu vois, un truc qui me saute, au cerveau, on va dire ça comme ça avec ta question, c'est, par exemple, je pourrais très bien demander à quelqu'un, si tu devais me donner, 2 ou 3 cavaliers, dont tu aimes les méthodes, dont tu aimes, je sais pas, la philosophie, l'enseignement, enfin bref, des gens dont tu admires entre guillemets, admirer c'est peut-être pas le mot, mais dont tu apprécies, ce qu'il dégage dans son équitation, pardon, ce serait qui? Voilà. Et généralement, on arrive à peu près à voir, l'univers qui se dégage derrière. Trop bien. Et du coup, toi, si tu devais citer des cavaliers qui t'inspirent, peut-être parce qu'on a peut-être des personnes du coup qui connaissent moins aussi et du coup qui ont envie d'aller découvrir, si tu as des choses à recommander, même si tous vous avez des choses à recommander, vous pouvez mettre dans le chat pour les autres personnes. Si je devais donner des cavaliers, des noms de cavaliers que j'aime bien? Oui, ou un bouquin qui t'a inspiré, enfin comme Alors, bah, moi, j'aime bien souvent citer Pierre Beaupère. Je sais pas si ça vous parle, si ça parle à quelqu'un ou pas du tout? Tout à fait. Oui, tout à fait, voilà. Moi, j'aime bien, l'équitation de Pierre Beaupère, un peu sa philosophie. J'ai lu ses bouquins. Heu, qui je pourrais dire, d'autre là comme ça? C'est le premier qui me sautait aux yeux là. Donc voilà. trop bien. Mais ça fait au moins un exemple. Des fois, il faut aussi le premier exemple pour aller se mettre dedans, aller se renseigner. C'est le premier fil de la pelote. Euh, Est-ce qu'il y en a certains qui ont des questions dans le chat? N'hésitez pas à les poser. Euh, Sinon, moi, j'ai une dernière question. Après, on peut passer au contrat. Mais s'il y en a qui ont des questions, des trucs où ils sont pas sûrs sur la demi-pension, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a et tout, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Sinon, le temps que s'il y a des gens qui veulent poser une question, peut-être en une phrase, si là, je vous prends un peu au dépourvu, tous les intervenants, si vous deviez définir la demi-pension en une phrase, ça serait quoi? Chacun un peu son tour, parce que on va voir qu'en fait, je pense qu'on a tous un peu des choses qui sont différentes. Euh, je- Ou peut-être ça peut être aussi au fur et à mesure du call, si vous avez de l'inspi pour définir en une phrase la demi-pension. Sinon, Moi, on se dit, hein. Pardon, vas-y, Romain. je dirais la vision en action dans la collaboration. Et moi, j'adore les rimes, alors voilà. Tu mets la barre haute, là, c'est bien dit. Ouais, non, moi j'ai pas ce niveau de poésie actuellement. Trop bien, merci Romain. S'il y en a d'autres qui ont des idées, n'hésitez pas comment s'il y en a d'autres qui ont des idées de comment définir la demi-pension, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Camille, je sais pas si tu avais vu, il y a, une certaine Florence qui a aussi parlé, du respect du matériel, heu, Oui, voilà. Mais ça, moi, ça me paraissait évident, mais effectivement, c'est le respect du matériel finalement, c'est aussi, tout aussi logique que le respect du cheval, mais voilà, c'était un point à mettre en avant. et je suis pas experte non plus dans le domaine, mais dans l'idée que à quel point on peut partager tout le matériel ou pas tout le matériel, le fait que bah, la selle typiquement où ça va être adapté au cheval, mais selon la morpho du Mmh. cavalier, on peut pas forcément la prêter. Vous mettez quoi enfin, vous obligez les cavaliers d'avoir leur propre matériel, vous prêtez ou ça dépend, c'est un peu au cas par cas, je pense, hein. Ben, oui, je pense que ça dépend. Et puis surtout, alors effectivement, quand il y a des grandes différences physiques, ça peut être problématique. Moi, je pense surtout que le matériel doit être en premier lieu adapté au cheval.
Et que c'est plus au cavalier de s'adapter, d'ailleurs, que ce soit pour le matériel ou pour toute autre chose. Mais voilà, après, effectivement, s'il y a des grandes différences physiques, là, ça se complique un peu et peut-être que la question va se poser. Mais en premier lieu, moi, je pense que si le ou la propriétaire a fait attention à avoir déjà un matériel adapté pour le cheval, ce serait quand même bien que l'ADP s'y adapte aussi, voilà, sauf cas extrême, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi. Trop bien. Ouais, je vais rebondir rapidement sur la question parce que, alors moi, je l'ai pas vécu avec mes demi-pensionnaires, mais je l'ai déjà vu, des demi-pensionnaires qui savaient que ce serait une demi-pension sur le long terme et qui ont dit, bah, j'achète une selle qui m'est adaptée et qui est adaptée au cheval. Enfin, vraiment, elle a fait fitter la selle autant pour elle que pour le cheval et voilà. Quand on part sur le long terme, c'est tout à fait possible de se dire, bah, on va faire en sorte que ça soit adapté aux deux parce que finalement, une selle qui est adaptée qu'au cheval mais pas au cavalier, ça va aussi avoir des répercussions parce que le cavalier se placera pas bien. Enfin, il y aura plein de surpression, enfin de pression gênantes finalement qui arriveront par la suite si la selle ne va pas au cavalier non plus. Donc, s'il y a la possibilité, les moyens d'avoir quelque chose qui va aux deux, c'est mieux. Trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Euh, on peut passer à la partie du coup contrat, si c'est bon pour tout le monde. Du coup, on a deux personnes qui sont plus expertes sur le sujet, qui vont prendre le lead. Si je peux, du coup, ce sera plus une des questions-réponses, mais la première question que j'aurai, c'est pourquoi un contrat de demi-pension? Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de demi-pension? Maître, allez-y, répondez la première. D'accord. Alors, Je vous suis. un contrat de demi-pension, juridiquement, il est qualifié de contrat de prêt à usage, comme le contrat de confiage, en fait. C'est le même principe, c'est seulement la durée qui va changer. Voilà, après, détailler, c'est un peu ce qui a été dit. Le principe du contrat de demi-pension, en fait, c'est la gratuité. Alors, il y a quand même une participation, mais il faut savoir que c'est une participation aux frais d'entretien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander un prix plus élevé que le prix d'entretien de ce cheval. Normalement, voilà, une demi-pension, on considère que c'est moitié de l'entretien, donc 50%. Et donc, on considère que c'est une participation aux frais d'entretien, donc ça participe à la gratuité de la demi-pension par rapport à la location, par exemple, qui, elle, a vraiment un prix, un loyer. C'est un petit peu le point principal du contrat de demi-pension. Et puis après, voilà, c'est le prêt, en fait, ce prêt à usage. Donc, c'est le prêt d'un cheval pour un usage qui est déterminé avec le propriétaire du cheval. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Anne-Sophie, c'est ça? Voilà, c'est Voilà, ça. parce que le prénom ne s'affiche pas, donc j'avais un doute. Mais Ah, pardon. Bon. J'ai oublié mon prénom. Tant pis. Oui, c'est Anne-Sophie. Non, vous avez tout dit, hein. On va être honnête Voilà. là-dessus. Et ce serait quoi, du coup, quand on va concevoir son contrat de demi-pension, les éléments essentiels où il faut qu'ils soient présents dans ce contrat, ce serait quoi? Alors, juste avant de déjà dire les éléments essentiels, je précise qu'il est essentiel d'avoir un écrit, s'il vous plaît. Voilà. Vraiment, s'il vous plaît. Parce que un contrat verbal est tout à fait valable, clairement. Un contrat peut être écrit ou verbal. Mais en fait, pour déterminer les modalités dont les parties sont convenues, et notamment l'usage, qui est quand même l'élément principal du contrat, il faut un écrit. Il faut un écrit. Anne-Sophie? Oui, c'est recommandé. Ouais. Surtout Sachant pour que... la preuve. Ah bah oui, mais complètement. Et sachant que si il n'y a pas de contrat, c'est-à-dire signé, après on va surtout se baser sur les échanges qui ont lieu, donc les échanges même par SMS, c'est-à-dire un SMS Voilà. qui dit voilà, je confirme tel jour, tel usage, etc. Ça permet un peu pour nous de déterminer les modalités, mais ça reste quand même beaucoup moins confortable qu'un écrit. Et je précise qu'un écrit, parce que on a tendance à penser qu'un écrit plutôt l'absence d'écrit peut protéger en termes de responsabilité en disant il n'y a pas d'écrit, donc moi, ma responsabilité va être plus compliquée à rechercher. Mais en fait, en l'absence d'écrit, on va considérer que c'est le panel le plus large possible qui a été convenu, quoi. Donc un écrit protège tout le monde, le propriétaire Et, comme le cavalier. et c'est quoi Voilà. les risques si on n'a pas Sans contrat, c'est quoi les risques Bah, légaux auxquels on fait face?
Par exemple, les risques, c'est que si on échange cavalier-propriétaire, on dit, le propriétaire dit par exemple OK pour du plat, mais pas du saut d'obstacle, et qu'en fait le cheval se blesse au saut d'obstacle, même hors concours, c'est comment déterminer si le cavalier a agi dans le cadre de l'usage prévu ou pas en fait. Le propriétaire va dire bah non, là il est hors de l'usage prévu, donc de toute façon il est responsable. Quoi qu'il soit passé, quelle que soit la raison pour laquelle il y a une blessure, il est responsable. Et le cavalier va dire, bah non, en fait, moi, on avait prévu le fait que je pouvais faire du CSO, donc je suis bien dans l'usage prévu, donc je peux, voilà, sous certaines conditions, me exonérer de ma responsabilité. Donc c'est parole contre parole, en fait. C'est ça. Tout à fait. Alors ce qu'il faut bien mettre dans son contrat aussi, c'est, comme l'a dit, Montaigne, la période d'essai, toutes ces choses-là, nourriture, compétition s'il y a lieu, où va résider le cheval, à quel endroit, s'il fait des compétitions, où, qui va le transporter et ainsi de suite. C'est ça. Et si je peux ajouter, parce que moi je fais beaucoup de contentieux, et parfois quelque chose, mais qui est vraiment tout bête, c'est qu'on a le nom, le prénom des parties, mais on n'a pas les adresses. Donc en fait, pour envoyer parfois une mise en demeure ou pour C'est assigner, embêtant. parce qu'en fait, les personnes se rencontrent là où il y a le cheval, elles s'envoient des messages, donc elles ont leur numéro de téléphone. Éventuellement, parfois, on a un mail et encore. Et en fait, ils ne pensent pas forcément à noter l'adresse. Voilà, ils disent, bon, le nom, ça suffit, on a nos autres coordonnées. Mais l'adresse, c'est quand même important, l'adresse des deux. Et c'est pareil, tous les moyens d'identification du cheval qui est concerné par la demi-pension pour éviter, lorsqu'il y a un propriétaire qui en a plusieurs, bien confirmer que c'est un cheval en particulier, ou alors il peut y avoir des demi-pensions sur plusieurs chevaux, voilà, bien les confirmer. Et effectivement, après, moi je dirais ce qui est le plus important, c'est l'usage. Alors, le contrat, on peut faire mais beaucoup de choses. On peut y mettre énormément de choses, c'est vraiment libre et c'est hyper bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut enfin, il y a certaines clauses qui vont être considérées comme non écrites. On appelle ça réputées non écrites. C'est celles qu'il faut éviter et c'est celles qui vont vider le contrat de sa substance. Par exemple, un contrat qui prévoit que le propriétaire n'est, dès lors que le contrat de demi-pension est signé, n'est plus du tout responsable, y compris sur les plages horaires où lui, il a la charge, on va dire, de son cheval. Là, c'est une clause qui n'est pas valable, clairement. Donc, moi, j'ai déjà vu, on essaye de faire passer certaines choses. On peut toujours essayer et parfois, ça va un petit peu... la personne va se dire, bah, si la clause est écrite, c'est qu'elle est valable, donc en fait, je vais même pas tenter. Mais non, il faut prendre conseil à ce niveau-là. Et ce qui est important aussi dans le contrat, à mon sens, c'est l'information du propriétaire sur le cheval. Tant sur l'état physique, il peut y avoir aussi, par exemple, s'il y a un bilan de santé qui a été fait peu avant le contrat de demi-pension, la signature, il peut être joint. Comme ça, au moins, il y a voilà, on permet de dire au jour du début de la demi-pension, le cheval était dans tel état. Et parfois, c'est utile, notamment lorsque le contrat de demi-pension est signé parce que le propriétaire ne peut plus le monter sur une période courte ou plus longue. Par exemple, je pense à la grossesse. Si le propriétaire, voilà, si elle est enceinte et qu'elle ne désire ou ne peut plus le monter, clairement, le cheval qui va se faire une fracture ou autre, alors qu'il est au box, bon, on va se dire quand même qu'il y a de grandes chances que ce soit arrivé dans le cadre de la demi-pension. Mais du coup, il y a les informations aussi à donner aussi sur le caractère du cheval. Ça, c'est important, et sur le caractère et sur certaines instructions à respecter. Je pense notamment aux chevaux à qui on donne des friandises à tout va et qui deviennent mordeurs. Et en fait, le propriétaire va parfois instaurer le rééduquer, en fait, vraiment, voilà, réapprendre à un bon timing pour donner les friandises, etc., pour éviter que le cheval se jette sur la première personne qui arrive au pré pour essayer de choper quelque chose et voir, voilà, qui a des comportements indésirables. Donc, pour éviter
éviter que ces comportements ne reviennent ou ne surviennent, c'est important aussi de donner des informations, non seulement sur le physique et les éventuelles blessures, lésions, attention qu'il faut porter, ulcères, voilà, jument ovarienne, ce genre de choses, mais aussi sur le caractère de manière générale. Tout à fait. Voilà. Il y a aussi, on va dire, l'âge de la personne. Mmh. Si jamais, la personne est mineure, il faut l'autorisation parentale, ainsi de suite et voilà, il faut bien penser à l'âge, de la personne, si jamais elle s'apprête à avoir, 18 ans, le lendemain ou quelque chose comme ça. C'est un vrai sujet parce qu'on a énormément, nous on voit même dans les cavaliers qui cherchent une demi-pension, on a beaucoup de mineurs. Et du coup, cette partie un petit peu légale est-ce que pour le contrat, du coup, faut une attestation parentale? Comment ça se passe quand la personne est mineure, du coup, pour le contrat? Du coup, du coup, ce que tu commençais à expliquer, Anne-Sophie, du coup, c'est une autorisation parentale, c'est ça? Bah, disons que voilà, oui, tout à fait, c'est mieux. Mais du coup, c'est Et possible de signer un contrat en étant mineur. Enfin, si bah, les parents. disons que ce sont on va dire que ce sont les parents qui règlent. Donc c'est quand même plus simple, si ce sont les parents. Ils précisent juste qu'effectivement, c'est, l'enfant, qui a, par exemple 17 ans, qui va, monter, la demi-pension quoi, tout simplement. C'est ça et j'ajouterais même qu'idéalement, il faut que ce soit le parent qui signe le contrat en indiquant qu'il Voilà. représente, sa fille ou son fils mineur, mais qu'il soit aussi présent pour signer et pas seulement le mineur qui arrive avec une attestation signée par on ne sait pas trop qui parfois. Ah oui, eh ben non. Non, non. Il est même recommandé de de rencontrer les parents. Mais du coup, pour répondre, parce que je vois qu'il y avait une question sur le chat pour voir s'il y a un âge, minimum pour avoir une demi-pension. Absolument pas. Il peut y avoir des demi-pensions même sur, des tout petits, sur des Shetland, sans problème, mais dès lors que ce sont les parents qui conviennent bien sûr des modalités, des modalités. Ça se définit entre adultes. Voilà. Une autre peut-être question, en cas d'accident, soit du cavalier ou sinon le cheval qui se blesse, comment on sait qui est responsable en termes de responsabilité? Ça se passe comment? Vous voulez prendre Anne-Sophie ou Non, vous voulez? allez-y, je OK. vais prendre après. Alors en fait, en termes de responsabilité, il y a 2 cas, alors je parle là pour l'instant du cheval qui est blessé ou qui décède, parce que bon ça arrive, ou voilà, blessure suite, qui est suivie d'une euthanasie. Il y a deux principes. En cas de blessure, il y a une présomption de faute, qui pèse sur le cavalier. Hem alors avant ça, je vais peut-être commencer par autre chose. Déjà, le propriétaire, lui, il doit déterminer une chose, c'est le moment où c'est passé, on appelle ça, nous, la dégradation, en fait, de l'état du cheval. Est-ce que c'est le propriétaire, il doit démontrer que ça s'est passé pendant la demi-pension, en fait? Parce qu'en général, la demi-pension, c'est soit un jour défini, soit un créneau horaire, qui est défini, ou voilà, pendant un cours en particulier ou ce genre de choses. Mais il faut, le propriétaire, lui, il a la charge de démontrer que ça s'est passé pendant le contrat demi-pension. Dès lors qu'il arrive à démontrer que ça s'est passé pendant le contrat demi-pension, c'est, lorsqu'il y a une blessure, c'est au cavalier de démontrer qu'il n'est pas à l'origine de la blessure. Il y a une présomption de faute qui pèse sur lui, donc c'est à lui de démontrer qu'en fait, il n'est pas à l'origine, ou alors il y a un cas de force majeure. Moi, j'ai déjà vu le cas, alors c'était pas en France, c'était une histoire où il y avait, c'était dans une montagne, il y avait un cavalier, c'était pas un contrat de demi-pension, mais ça me permet de montrer un petit peu le contexte, du cas de force majeure. Un cavalier, qui se balade, en montagne, il y a un camion qui est sur la route au-dessus et en fait, le camion chute à proximité du cavalier. Il choque pas le cavalier ni rien, mais du coup, le cheval a peur, il se cabre et en fait, il se blesse à ce moment-là. Bon, ça, clairement, le cavalier, il y est absolument pour rien. Voilà. En revanche, lorsqu'il y a un décès, lorsque le cheval décède, en fait, on considère que c'est une obligation de résultat de rendre le cheval. Donc lorsque le cheval décède, le cavalier est forcément responsable, sauf à démontrer également, un cas de force majeure. Donc blessure, le cavalier doit démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
c'est plus simple. Décès, en fait, il doit démontrer qu'il y a un événement extérieur, imprévisible, qui est survenu et que le décès n'est pas de sa faute. Et c'est là où c'est important de prévoir l'usage dans le contrat, puisque si le décès a lieu, ou même si la blessure a lieu hors usage prévu, le cavalier sera forcément reconnu responsable. Voilà. Voilà. Et Super intéressant. j'ajoute, il y a quelque chose qui est intéressant dans certains contrats. Alors, pas forcément pour tous, mais on peut ajouter dans certains contrats la valeur du cheval. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on ne peut pas avoir de clause qui exonère complètement la responsabilité. Clairement, elle ne sera pas valable. Par contre, on peut avoir une clause qui limite la responsabilité à la valeur du cheval. Et parfois, ça peut être intéressant puisque parfois, les frais vétérinaires sont beaucoup plus élevés que la valeur du cheval. Oui. Et aussi en termes d'assurance, parce que forcément, le cheval, lorsqu'il sera assuré, il est assuré seulement à hauteur de sa valeur et pas au-delà, en général. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour certains contrats de prévoir une mention de la valeur du cheval pour éviter en fait de se retrouver avec des sommes folles à payer. Des deux côtés, hein, je parle. En général, c'est plutôt pour le cavalier la limitation de la valeur, mais ça protège aussi le propriétaire puisque il y a sa valeur qui est indiquée, et il sait qu'il y a au moins une couverture au niveau d'assurance à hauteur de cette valeur, donc ça le rassure aussi, quoi. Tout à fait. On voit que quand même, mine de rien, le contrat, c'est un peu comme je trouve que c'est un troisième essai, où du coup, on va vraiment se poser toutes les questions. Du coup, même, c'est bien de le remplir à deux et de se poser les questions à deux. Je pense ça met les bases dès le début, quoi. Mais c'est vrai parce Euh, on peut prévoir mais tellement de choses. Par exemple, le matériel, les questions sur le matériel, on peut lister le matériel qui est mis à disposition avec l'état du matériel, voilà, comme ça, s'il y a des dégradations, ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment le contrat, c'est libre. Voilà, c'est très bien un contrat. C'est pour ça que c'est bien un contrat. Trop bien. Maintenant, question plutôt sur la fin de contrat. Mm. Euh, Par exemple, il peut y avoir soit une fin de contrat où les deux parties sont d'accord, mais dans le cas où ça se passe mal, il y a un contrat, comment ça se passe? Alors c'est simple, tout dépend, du type de contrat avec, préavis ou sans préavis. Alors généralement, on peut mettre 1 mois, on peut mettre moins, tout dépend. Comme le dit Élodie, tout est mis dans le contrat, dès le C'est ça. départ C'est ça. et c'est ça qu'il faut mettre dès le départ, la chose principale, le préavis. Et la jurisprudence considère que si, il n'y a pas de délai, de fixé, c'est un délai raisonnable qui doit s'appliquer et la jurisprudence a considéré que c'était 30 jours. Sachant qu'il y a aussi une particularité, c'est, moi je conseille de signer des contrats de demi-pension à durée indéterminée. Alors ça Oui. peut rassurer d'avoir une durée déterminée, mais le problème d'une durée déterminée, c'est qu'on ne peut pas rompre le contrat avant la fin, sauf faute grave. Voilà, Les fautes graves, bien sûr, qui est documenté, j'ai envie de dire, avec une preuve, avec des témoignages, ce genre de choses. Un contrat à durée déterminée, on peut y mettre fin à tout moment, en respectant, soit le préavis qui est convenu ou soit, s'il n'y a pas de préavis mentionné et s'il n'y a pas de contrat écrit, si c'est un contrat verbal, on considère que c'est 30 jours. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité de mettre fin au contrat, même, indéterminé, à une durée inférieure au préavis en cas de faute grave. Et bien sûr, s'il y a une perte du cheval, donc s'il décède, même sans responsabilité de l'un ou l'autre, hein, voilà, les chevaux parfois ils décèdent. S'il y a un décès, ça met automatiquement fin au contrat. Et d'ailleurs, le contrat peut aussi prévoir, parce qu'en cas d'inaptitude du cheval temporaire, le contrat peut prévoir ce qui va se passer. Est-ce que le demi-pensionnaire continue à payer? Si oui, pendant combien de temps? À partir de combien de jours d'inaptitude on considère qu'il n'y a plus de paiement ou alors que le contrat doit prendre fin automatiquement, ce genre de choses. Et si jamais il y a un problème, par exemple, il y a une des deux parties qui ne respecte pas le contrat, il y a un souci, il y a un accident, c'est quoi les voies légales? Du coup, c'est directement, on va voir un avocat, on va voir un médiateur. Enfin, comment ça se passe s'il y a un problème? tout dépend du type d'accident.
Et de problèmes, parce que si c'est un problème de Voilà, paiement, tout ça à appelle la fait. même chose qu'un problème de responsabilité. Moi, je dis, s'il y a un accident, c'est quand même pas mal de prendre conseil directement auprès de quelqu'un pour savoir les premières démarches à mettre en place, pour éviter en fait de perdre du temps ou alors de louper certaines étapes qui peuvent être importantes. Et après, rentrer dans le détail, ça va tellement dépendre en fait du contexte que c'est parfois délicat. En matière d'impayés, ça pour le coup, ça peut arriver. Et ça, c'est plus simple de répondre. C'est qu'en général, déjà, en général, des impayés sur des demi-pensions, on n'atteint pas les 10 000 euros. Pourquoi est-ce que c'est important 10 000 euros? Parce que 10 000 euros, c'est le seuil de représentation d'un avocat. Un avocat est obligatoire à partir de 10 000 euros. En dessous, l'avocat n'est pas obligatoire, donc le propriétaire ou le cavalier, enfin la propriétaire en cas d'impayé peut agir seul. La conciliation est obligatoire avant tout procès pour tout litige inférieur à 5 000 euros. Moi, de ce que je conseille en général pour les étapes, alors je parle encore en termes de responsabilité, c'est encore différent parce que ça dépend vraiment cas par cas, mais en cas d'impayé ou en cas d'incompréhension, parfois voilà, de manquement contractuel, mais pas grave au contrat, je conseille une mise en demeure, pas recommandée. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir l'adresse. Et ensuite, selon le degré d'urgence et bon, après un peu sur le contexte, mais au moins une conciliation, sachant qu'une conciliation, c'est gratuit. Une conciliation peut être mise en place simplement en contactant la mairie. En fait, la mairie de votre lieu de résidence va vous donner une liste de conciliateurs. Le conciliateur va convoquer tout le monde et il y a conciliation ou il n'y a pas conciliation. Et de toute façon, la tentative de conciliation est obligatoire pour tout litige dont l'enjeu est inférieur à 5 000 euros. Et donc ensuite, s'il y a un impayé inférieur à 5 000 euros, vous pouvez parfaitement saisir directement le tribunal. Vous tapez sur Internet, il y a le site de service public qui met les formulaires en ligne et vous pouvez saisir le tribunal, c'est le tribunal de proximité, tout seul, sans avocat. Voilà, Très clair. tout est Euh, clair. non, Je m'excuse, mais ça coupe par moment, alors j'entends, je devine. non, c'est parfait, pas de problème. Au niveau C'est la de la, campagne. au niveau de la demi-pension, qu'est-ce qui se passe? On avait eu cette question, nous, qui était remontée. Si jamais moi je prête le cheval à quelqu'un d'autre et qu'il y a une tierce partie qui arrive, du coup, là, le contrat, du coup, devient caduc pour cette tierce personne ou enfin, comment ça se passe s'il y a Alors, d'autres personnes qui viennent monter le cheval? si la tierce personne vient monter le cheval sans accord du propriétaire, le cavalier est en faute plus, 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 plus. Et clairement, là, il peut y avoir rupture directement du contrat de la part du propriétaire. Ça fait partie d'un exemple de faute grave dont vous parliez Ouais, tout en à fait, l'heure. le contrat de demi-pension est vraiment conclu entre deux personnes et sur un cheval déterminé. Très bien. Pas de troisième personne, on Non. oublie. Moi, j'ai une autre question, mais ça, je ne sais pas si c'est votre domaine directement ou pas. Au besoin, vous pouvez, on y reviendra plus tard. On parlait des assurances qu'on va aborder un petit peu plus tard, mais du coup, on a le point de vue des assureurs en tant qu'assureur, et je trouvais ça intéressant aussi d'avoir le point de vue en tant qu'avocat sur les assurances. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est nécessaire de souscrire à une assurance en plus du contrat et de la licence fédérale? Ou même, est-ce que la licence fédérale, c'est un peu particulier, c'est plus des questions d'assurance, est-ce que la licence fédérale est obligatoire? Alors, il est recommandé vivement de prendre une RC en plus. Maintenant, je ne pourrais pas parler pour la licence fédérale parce que je ne la connais pas. Je vais être honnête avec vous. Alors, disons que pour la licence fédérale, bon, parfois, il est quand même conseillé de prendre une autre assurance, ou simplement parce que les blessures corporelles peuvent être graves et qu'en fait, la couverture, lorsqu'on est gravement blessé, n'est pas forcément extraordinaire. Et après, effectivement, il faut que chacun ait... En fait, comme le propriétaire, il monte aussi normalement son cheval, il s'occupe aussi de son cheval, il a des actions d'équitation, il est conseillé aussi que chacun ait sa licence. Ou une assurance, en tout cas préjudice corporel personnel. Et comme chacun, au temps qui est défini pour chacun, est responsable des actions de son cheval, à la fois de ses propres actions, donc des blessures au cheval, donc le cavalier engage sa responsabilité civile, le Voilà. propriétaire engage sa responsabilité civile lorsque c'est lui qui s'occupe de son cheval, Mm. et à la fois pour les blessures au cheval, mais aussi pour les blessures au tiers.
ou dommages matériels, le cheval qui s'échappe et voilà, qui passe, enfin, une voiture qui passe par là, la voiture aussi est blessée, le cheval aussi, enfin tout, voilà. Donc il est conseillé d'avoir une RC, ça peut être la RC qu'on a tous dans le cadre de notre Voilà. contrat-habitation, mais il faut quand même bien vérifier parce que toutes ne prennent pas en compte. Et moi, ce que je conseille très fortement, c'est d'envoyer un mail à l'assurance en disant, voilà, moi, je suis gardien d'un cheval à temps partiel, en définissant, voilà, en expliquant un peu, est-ce que, en gros, ma RC me couvre ou pas? Si vous avez un écrit, vous êtes tranquille. Si vous n'avez pas d'écrit, prenez même une RCPE, une responsabilité civile propriétaire d'équidé. Même si vous êtes demi-pensionnaire, au moins vous serez couvert. Parce que les assurances habitation, parfois, elles sont un peu oui, non, oui, non. Ouais. Voilà quoi. Et Euh, une assurance mortalité pour le propriétaire. Ouais. bien. Moi, on aborde aussi les questions assurance maintenant. Oui, Euh, voilà. Au niveau, du coup, là, j'ai vu que Anne-Sophie, vous aviez répondu, mais comme ça, on le redit à l'oral pour tout le monde. Est-ce que forcément, il faut que le contrat soit écrit par un avocat ou un notaire? Ou ça peut être... non. Non. Non, Non, mais et il est puis, conseillé quand même. Il est même vivement conseillé. et d'ailleurs, je reconnais, alors, on va dire que je suis avocate et avocat notaire, parfois il y a des petites bisbilles, mais je ne recommanderais pas forcément les notaires, tout simplement parce que c'est pas vraiment leur domaine. Non. Les notaires, ils peuvent intervenir pour les chevaux, notamment si on veut établir un testament qui concerne un cheval ou un legs ou ce genre de choses. Ça, il sait parfaitement le faire, même parfois mieux que les avocats, mais par contre, pour le contrat directement de demi-pension, ce serait plutôt un avocat. Tout à fait. Ouais. Très clair. Euh, Pour moi, on a abordé à peu près, on a quand même abordé beaucoup de choses, de la construction du contrat à la fin du contrat et de ce que ça implique. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez ajouter? Ou on a fait le tour à peu près? Non, je pense qu'on a. Je pense qu'Élodie a fait le grand tour. Je suis en train de Voilà. réfléchir. Je regarde en fait le mail que vous m'avez que vous nous aviez envoyé Oui, pour voir s'il y avait. il y a pas mal de choses que vous avez abordées. Je regardais Ouais. aussi un petit peu à côté. Il y a pas mal de choses qui ont été abordées ou qui ont été mises. Donc après, enfin, vous restez encore un petit peu. Si jamais il y Oui. a d'autres questions qui viennent, Le choix du allez. maréchal et le choix du vétérinaire, important aussi de Mm. mettre dans le contrat. Il faut écrire le nom du vétérinaire et du maréchal ou c'est Alors en fait, il vaut mieux les écrire et surtout le Oui, vétérinaire parce qu'en fait, le demi-pensionnaire aussi, il a la garde du cheval pendant voilà. son temps défini, donc c'est à lui d'appeler le vétérinaire prévenir bien sûr le propriétaire en plus, mais c'est aussi à lui d'appeler le vétérinaire lorsqu'il y a un souci pendant que lui, il a la garde du cheval. trop En bon bien, père de famille. Mm. très clair. Bah, merci beaucoup. C'était très riche comme présentation. Merci beaucoup pour ce temps et ce partage. Du coup, avant de passer à la partie gestion du coup de la demi-pension, j'ai l'impression de je vais faire une petite pub comme à la télé. On a eu le super programme. Non, Cavalon, nous, on propose aussi des contrats qui ont été faits par une avocate, mais c'est toujours bien, je pense, de prendre tout ce qui a été mis, de reprendre, même de le faire vous-même, enfin, et d'aller chercher, et creuser et vous poser les bonnes questions. C'est juste un modèle. Et pour la partie gestion, on est preneur encore plus parce qu'on va sortir une application dans quelques semaines sur la gestion de la demi-pension. On a essayé de mettre en place, nous, tout ce qui nous semblait essentiel dans la gestion. Donc, si vous aviez des recommandations, vous pensez à des choses, on va se servir aussi de ce qui va être conseillé dans ce webinaire. N'hésitez pas à nous mettre et comme ça, on pourra l'intégrer aussi. Voilà. Du coup, pour la gestion, je vais laisser la parole à Romain et à Élodie. Oula, ça Euh, coupe. Si ça vous va, vous pouvez peut-être commencer par vous présenter rapidement et puis après, on commence. All right. Honneur aux dames. Merci. Et ben, bonsoir à tous et à toutes. Du coup, moi, c'est Élodie Mouillot. Je suis enseignante et éducatrice équin depuis 2016 à mon compte. Je suis région Bourgogne pour le moment et je suis donc plutôt axée sur
sur une partie un peu plus équitation éthologique. Après, moi, mon cœur balance quand même pour le concours complet, mais voilà, en ce moment, en tout cas, je suis à fond en train de me former avec Andy Booth, notamment. Je me suis formée avec d'autres personnes aussi, mais voilà, en ce moment, on est sur ces formations avec les brevets fédéraux. Et puis, voilà. À toi, Romain. Bon, moi j'ai un peu du mal à me présenter parce que je fais plein de trucs différents, mais j'étais cavalier professionnel de saut d'obstacle avant, jusqu'à mes 25 ans. Donc voilà, j'ai connu cette partie-là. Je me suis reconverti pour différentes raisons, dont des raisons éthiques, frustration intellectuelle et besoin de vacances. En me reconvertissant dans le domaine du luxe, j'ai été vendeur, manager, j'ai fait de la gestion de projet. Je me suis découvert une passion pour l'humain, donc j'ai fini par être formateur et coach en entreprise et par monter mon propre cabinet de formation. Donc aujourd'hui, j'ai une partie formation en entreprise, notamment management, et une grosse partie équestre qui, je pensais pas, mais revient dans ma vie au galop. Donc voilà, j'ai différents outils, dont la sophrologie, que j'ai adapté à l'équitation dans un sens technique. Je me suis rendu compte que les exercices de sophrologie à cheval avaient aussi des intérêts par la préparation corporelle, mentale, émotionnelle, technique. Donc voilà, c'est mon dada, moi, c'est de mettre la conscience corporelle, mentale, émotionnelle au service de la performance et d'une équitation qui soit fonctionnante. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, je suis là pour parler plutôt de l'aspect relationnel et humain qui impacte énormément le bien-être équin, ou en tout cas une certaine logique de collaboration dans l'ADP. Voilà. Trop bien, ravie de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Du coup, je pense cette partie, on va peut-être essayer de séparer en deux gros points. Gérer sa demi-pension plutôt dans la partie créer du lien avec son cheval. Comment est-ce qu'on prend un cheval qu'on vient d'avoir, qu'on connaît pas, et c'est pas comme en collab en fait. On vient pas le. C'est une relation qui est assez différente. Du coup, cet aspect-là et la relation humaine en fait qu'on oublie parfois, mais qui est ultra importante. On avait fait un podcast, Romain a son podcast, et du coup, j'étais venue dans son podcast et on avait parlé de ce sujet-là, et t'as une approche qui est très, très, très intéressante, très enrichissante sur ce sujet. Du coup, si on peut l'aborder aussi, je pense que ça peut être sympa. Donc, plutôt pour la partie cheval, est-ce que vous avez des conseils à donner pour les futurs demi-pensionnaires qui viennent d'avoir un cheval en demi-pension et qui veulent faire les choses comme il faut et essayer de créer du lien avec leurs chevaux et de progresser à la fois mentalement et avec le cheval? Élodie? Oui, oui, en fait, déjà, je pense que ça part de quelque chose d'assez simple. Je pense que tant pour le propriétaire, mais évidemment la demi-pension, bon, Montaigne a aussi beaucoup parlé de ça et j'ai trouvé ça très chouette. Je pense que de toute façon, là, je vais parler effectivement pour un match qui est bien construit et donc pour deux personnes qui ont des valeurs effectivement communes, parce que je pense pas qu'on puisse construire une relation correcte propriétaire et demi-pensionnaire sans au moins ça. Même s'il y a après des différences de niveau, etc., ou même parfois, même si la demi-pensionnaire ne matche pas encore parfaitement avec le cheval, si on part avec les mêmes valeurs, je pense que tout ça, ça peut se construire après par la suite, donc c'est vraiment pas un souci. Donc une chose simple, c'est simplement apprendre à observer le cheval et à comprendre le cheval en général, quoi, hein, se renseigner, prendre des cours. Je veux dire, aujourd'hui, quand même, sur Internet, on a quand même énormément d'accès sur tout un tas de plateformes. Alors bien évidemment, il faut aussi faire le tri, c'est comme c'est pour le bien, mais aussi parfois pour le pire. Mais on peut déjà facilement se renseigner par soi-même et puis ensuite être accompagné tout simplement soit par la propriétaire si elle ou il est assez compétent, mais aussi par des enseignants spécialisés ou non en fonction de là où on veut aller. Mais voilà, déjà, comprendre le cheval, c'est vraiment une base. Apprendre à l'observer, je pense que se poser dans un pré et voir les interactions avec les chevaux, c'est accessible à tout le monde, hein, tout simplement. Donc prendre le temps de faire ça, je trouve que c'est assez primordial. D'autant plus
si cette personne qui est demi-pensionnaire débarque vraiment en fait dans ce monde de gardien de cheval, si il ou elle avait l'habitude de simplement prendre 1 heure de cours par semaine dans un centre équestre, il va y avoir une énorme différence avec cette nouvelle relation. Donc prendre le temps de poser les choses avec le propriétaire évidemment, et voilà, prendre les bases, faire les bases avec le cheval, ça me semble accessible et primordial, tout simplement. Et puis, si tu avais quelque chose à ajouter, Romain, là-dessus, tu peux. Non, je te rejoins. Le truc de base, un peu indémodable, peu importe le niveau de connaissance et le type de technique utilisée, c'est de se mettre d'accord sur le langage, idéalement dans le sens du cheval et en rapport avec son fonctionnement à l'état naturel, mais déjà se mettre d'accord, parce que j'ai observé beaucoup de contre-indications dans le style de monte, mais aussi dans la manipulation au quotidien. Le cheval, il sait plus où il habite, entre guillemets, et c'est incohérent, parfois injuste, même si les chevaux pensent pas trop comme ça peut être injuste et carrément contraire. Et c'est clair que ce que je conseillerais aussi, déjà voilà, c'est de clarifier comment on a envie d'évoluer avec le cheval au quotidien, dans l'écurie, à pied et à cheval. Et ce qui peut être très cartésien, c'est de se ramener aux études scientifiques et aux choses très terre à terre qui ont été produites par rapport au langage du cheval et à leur fonctionnement, la manière dont ils apprennent. Je trouve que ça peut être chouette aussi, parce que je suis pas mal. Enfin, j'ai observé beaucoup de réticence et on est encore dans un héritage utilitaire du cheval. Donc, parfois, quand on amène les choses, même si ça bouge beaucoup aujourd'hui, quand on amène les choses sous le prisme de l'éthologie et du respect, dans certaines écuries de sport, ça peut être jugé, voire rejeté. Donc, dans ces cas-là, si jamais on tient à quand même explorer la collaboration avec quelqu'un, pourquoi pas s'en ramener aux études scientifiques et aux choses très concrètes. Trop bien. Merci. Pardon, Élodie, si tu veux Excuse-moi, oui, revenir. je voudrais rajouter, c'est vrai que Romain, tu as mis le doigt sur quelque chose, tu as parlé de cohérence, et je pense que maintenir une cohérence entre les différents intervenants, donc que ce soit le propriétaire, le demi-pensionnaire, ou même si chacun prend un enseignant différent, c'est primordial, quoi, hein. J'aime pas trop parler de méthode, mais voilà, il faut quand même que les deux, tout soit adapté en tout cas à la relation cheval et chaque cavalier, quoi. Ouais. Et tout à l'heure, vous êtes tous les deux revenus un petit peu cette idée de faire, de prendre les bases, au tout départ essayer de comprendre le cheval. Si on a des personnes qui n'ont pas trop d'expertise et qui arrivent très jeunes, qui vont prendre un cheval, du coup, c'est quoi, de façon assez concrète, c'est quoi les bases et c'est quoi, comment est-ce qu'on peut comprendre un cheval? En fait, si on arrive devant le cheval, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de mieux le comprendre? Je trouve que c'est très intéressant comme question. Après, tu as parlé de jeunes cavaliers. Je pense qu'il y a des choses qui ne s'inventent pas et qu'à un moment donné, il faut se former. Bien évidemment en adéquation avec et en accord avec la propriétaire. Mais je pense que oui, effectivement, se former, que ce soit en ligne ou avec des intervenants, voilà, aujourd'hui, il y a quand même l'équitation éthologique, j'aime bien revenir là-dessus, c'est vraiment pas une discipline, hein, c'est plutôt une manière de voir les choses un peu plus holistique. On peut faire de l'éthologie et faire du sport, c'est bien de le rappeler. On le rabâche depuis 10 ans, mais il faut le redire. Et je pense que simplement se faire accompagner en fait par quelqu'un qui est spécialisé dans le comportement et qui est enseignant aussi, cette personne normalement devrait être à même de transmettre comment apprend le cheval, comment comprend le cheval, comment il fonctionne. Et avec ça, on part avec de bonnes bases a priori. Ouais, je pense que je vais rejoindre la partie légale, c'est de vérifier déjà que le niveau du cavalier est adapté au cheval ou que le cheval est adapté au niveau du cavalier. Ça, c'est d'un point de vue rien que sécuritaire, c'est primordial. Si jamais le cheval est gentil et que le cavalier a une marge de progression, se mettre d'accord sur la stratégie de progression et sur, à l'étape du niveau du cavalier, ce qui est demandable au cheval. Voilà, si un cavalier n'est pas en place au-dessus de ses pieds, ça sert à rien qu'il aille s'amuser à faire des sessions à la jambe, encore moins des appuyés, par exemple. Donc c'est bon de le clarifier, de dire, mais sans juger l'autre, en toute humilité, de dire,
voilà où tu veux aller, voilà où tu en es, voilà le cheval où il en est, voilà comment il peut t'accompagner, et voilà les étapes graduelles à gravir. Donc ça nécessite effectivement d'être accompagné par quelqu'un qui puisse analyser ça d'un point de vue pédagogique. Puis je vais rejoindre Montaigne aussi, ça peut se mettre d'accord sur le style de monte à développer et les valeurs en fait qui sont sous-jacentes à la technique. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi tu montes à cheval? Poser des questions ouvertes aussi. Qu'est-ce que tu viens chercher quand tu viens monter mon cheval? Qu'est-ce que ça te procure? Pourquoi as envie d'une demi-pension? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à mon cheval? Et qu'est-ce que tu pourrais m'apporter à moi et mon cheval? Voilà, un peu comme un entretien d'embauche, quoi. Mais ça permet de voir un peu ce qu'il y a derrière. Toutes ces questions un peu à retenir si jamais vous avez un cheval à poser en essai ou si jamais vous allez faire des essais, c'est aussi des questions qui sont intéressantes à poser dès le début. Ça permet de commencer la discussion et peut-être d'arriver du coup un peu sur ces sujets-là. Il y a Montaigne qui avait des questions, mais je crois qu'elle s'est fait, bon, s'est fait déconnecter. Très clair, du coup, c'est assez intéressant cet aspect, comme tu as commencé, Elodie, de se former en fait en amont. On a toujours l'impression que bah, c'est sur place, il faut faire des choses, mais peut-être il y a aussi d'apprendre par soi-même, d'aller se renseigner. Peut-être nous, en tant que plateforme aussi, est-ce que notre rôle ne serait pas de mettre à disposition toute cette ressource et même des fois on pense, même moi je prends ma culpabilité là-dessus, mais au côté très transactionnel, il faut les mettre en relation, on essaie de faire le process qui s'optimise, mais du coup fournir aussi les bons éléments au bon moment. Du coup là, est-ce que tu t'es bien conseillé? Là, tu viens de prendre un cheval qui est plutôt jeune, bah tiens, on te conseille ce bouquin ou ce bouquin. Après, faut essayer de trouver les bons exemples, mais du coup, c'est un truc qu'on essaie de regarder pour aussi euh, avoir de la connaissance plutôt théorique. Très clair. Et puis, si je peux me permettre, aujourd'hui, il y a quand même des bouquins qui sont carrément accessibles et très, très faciles, même pour quelqu'un de débutant, voilà, ou qui aimerait se renseigner sur comment fonctionne un cheval. Je veux dire, il y en a de très bons, il y en a de plus en plus. Et puis, je voulais juste rajouter un tout petit point, effectivement. On parle tout de suite de mettre en place des séances, les disciplines, etc. C'est hyper important, certes. On parlait de simplement apprendre à observer le cheval. Aussi, tout simplement, le propriétaire peut se permettre, je pense, d'encourager des moments de complicité hors période de travail. Ça peut aussi parfois rassurer, tout simplement là où le futur demi-pensionnaire, quant à ce cheval qui est quand même inconnu et qui est du coup pas un cheval de club, pas forcément un cheval d'école. Donc ça, cette période-là, c'est tout simple, hein, mais c'est important, je pense, de le faire remarquer aussi que c'est bien de mettre en avant ce genre de moment-là. Trop bien. Et dans la partie un peu plus concrète, c'est déjà très concret. Mais du coup, je viens d'avoir ma demi-pension et j'ai envie de m'organiser, de savoir quand c'est que je vais monter mon cheval. Est-ce que vous avez des conseils un peu en organisation, comment gérer, organiser sa demi-pension? Oui, on a beaucoup parlé contractuel avec Élodie et Anne-Sophie. Ça rejoint un peu tout ça. C'est vrai que je pense en amont, simplement définir un calendrier clair et précis dès le départ. Quel jour, quelle fréquence. Ça paraît simple, mais si c'est dit la veille pour le lendemain, ça peut tout de suite compliquer les choses. Adapter le planning aux besoins du cheval. Et aussi aux besoins du propriétaire, du coup, parce que s'il fait appel à une DP, peut-être qu'il a des besoins spécifiques. Prendre en compte les objectifs du cavalier, du propriétaire, et puis après, pour mettre en place tout ça, ça peut être aussi fixer des règles de communication, que ce soit avoir une messagerie dédiée, un groupe dédié, un outil type Google Agenda. Il y a des choses assez accessibles et simples à mettre en place, je pense, qui peuvent faciliter vraiment l'organisation du planning. Ouais. Très bien. Romain, tu as des choses à ajouter ou... Oui, non, bah, c'est ça, oui, des règles de communication. On n'a pas tous les mêmes modes de communication. Il y en a qui vont adorer les vocaux, d'autres les textes, d'autres des trucs très synthétiques, d'autres des trucs très détaillés. Mais essayer de déjà comprendre le mode de communication de l'autre, d'exprimer le sien éventuellement si on voit que... Enfin, prendre conscience du sien et l'exprimer, ça c'est important.
En entreprise, on travaille beaucoup là-dessus notamment. Et puis, pourquoi pas avoir un petit format d'analyse de séance pour se les raconter après chaque séance avec le cheval, du type, on se dit à chaque fois les 3 points forts, les 3 choses qu'on a explorées et dont on est content, on a réussi à faire, un axe ou 2 d'amélioration et puis un plan d'action pour la suite. Voilà, c'est un truc un peu formatif, mais qui est clair et une même grille de lecture, quoi, et qui permet ensuite, quand on prend le cheval, de savoir ce qui a été fait la veille, comment ça s'est passé, et Très bonne idée. éventuellement être dans une continuité, ouais. Très bonne idée. Autre question un peu sur les clichés de la demi-pension, euh, où il y a certains cas où ça peut arriver, c'est pas toujours le cas, mais l'idée que certains propriétaires ont du mal à lâcher un peu le zeste du coup sur leur cheval parce que c'est leur bébé, leur cheval. Il y a un cavalier qui vient, faut qu'il vienne, mais pas trop non plus parce qu'il faut que ça reste son cheval. Et du coup, est-ce que vous avez des conseils un peu à donner autant aux propriétaires du coup pour qu'ils apprennent à faire confiance mais c'est un truc qui est assez naturel. Enfin, il y a pas de, enfin voilà, c'est pas des critiques, mais du coup, faire confiance et les cavaliers, comment gérer ces situations et aussi donner confiance aux propriétaires. Oui, bah ça, c'est vrai que c'est un vaste sujet. C'est compliqué, enfin ça peut être compliqué si la personne en face, le propriétaire en l'occurrence, est vraiment dans une saisie égocentrique du cheval qu'il pense posséder. Je pense que déjà, on ne possède pas vraiment un cheval, mais bon. Ensuite, l'idée, je pense à la base, mais c'est toujours la même chose, hein, c'est de clarifier les règles de la manière, la manière dont on a envie de collaborer. Au-delà du cheval et de l'aspect manipulation du cheval, la manière aussi entre humains dont on a envie de collaborer, le genre de langage qu'on aime utiliser, les valeurs, je reviens aux valeurs, mais ça paraît un peu bateau parfois, mais c'est intéressant de s'interroger sur les valeurs qui sont sous-jacentes à notre collaboration. Donc ça va aussi avec comment on aime communiquer. Il y a un exercice tout simple, moi, que je fais souvent en formation avec les cavaliers et les non-cavaliers, c'est de prendre les 10 valeurs principales d'une situation ou d'une collaboration, de les mettre dans l'ordre. Ça marche aussi en thérapie de couple. C'est quoi ce qui est le plus important vers le moins important dans nos 10 valeurs. Et puis rédiger, pourquoi pas, un petit texte qui comprend ces 10 mots et qui dit comment on va collaborer à 3 entre 2 humains et le cheval. Et se mettre d'accord déjà là-dessus. Ensuite, l'outil, moi, que je recommande beaucoup, plutôt dans les situations d'urgence, quand le conflit va arriver ou quand l'incompréhension peut advenir, c'est la communication non violente. Donc, OSBD, observer, en revenir aux faits. Souvent, on a plutôt une tendance instinctive à réagir à la situation émotionnellement, revenir aux faits. Donc, peut-être un peu comme du légal, de se dire, OK, concrètement, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu viens de dire ou qu'est-ce que tu viens de faire, mais presque comme un enquêteur. Et puis ensuite, de décrire son sentiment par rapport à ça. Voilà, quand tu me rappelles à chaque fois que je viens que c'est ton cheval et que je dois faire attention, je me sens pas légitime, donc un sentiment, je me sens pas légitime ou je me sens stressé. Et identifier le besoin derrière l'émotion. Donc ça, c'est un truc tout bête qui peut s'appliquer dans la vie au quotidien et encore plus quand il y a une collaboration autour d'un cheval qui fait émerger beaucoup de choses chez les humains et encore plus quand il y a, à mon avis, un aspect contractuel. Ok, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de quoi, mais ça vaut aussi pour l'autre. Si on voit que le propriétaire commence à s'énerver parce qu'il a l'air de perdre le contrôle, c'est notre prisme. On va lui dire, ok, j'entends que voilà, tu me dis ça, ou j'entends que tu es inquiet. Voilà, de quoi tu aurais besoin? De quoi tu as besoin pour que ça fonctionne bien ensemble? Questionner sur le besoin dès qu'il y a de l'émotionnel, récapituler les faits, et ensuite toujours ouvrir la discussion sur soit une proposition, soit une question ouverte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou alors je te propose du coup de t'avertir par SMS avant chaque séance de ce que je pense faire. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, la communication non violente, voilà, c'est vraiment un fabuleux outil pour collaborer et pour créer de l'harmonie entre humains qui va se ressentir chez le cheval, quoi.
très intéressant. Du coup, cette approche dont on parle peu aussi en demi-pension et qui, je pense, est essentielle de communiquer entre les deux pour que la demi-pension elle dure sur le long terme et se passe bien. Est-ce que déjà, peut-être avant de passer sur les autres sujets, il y a des questions où il y en a qui ont rencontré des difficultés pendant leur demi-pension qui voudraient qu'on aborde des thèmes, ou sinon on continue. Pas de questions en particulier. Du coup, on a abordé toute la partie enfin, indirectement en cas de conflit. Je ne sais pas si, Élodie, toi, si jamais il y a la demi-pension parce qu'on pense souvent, la demi-pension, si ça se passe bien, en général, du coup, c'est qu'on a bien défini en amont les valeurs et puis ça se passe bien. Mais si ça se passe mal, comment faire, comment gérer cette situation? Euh, du coup, on a eu un peu le point de vue de Romain. Je ne sais pas si, Élodie, toi, enfin, t'as des choses que tu voudrais ajouter là-dessus? Oui, bah, c'est vrai que Romain, je pense, c'est plutôt son sujet, donc c'était très bien décrit. C'est vrai que ce que tu avais posé comme question, du coup, juste en amont, c'est intéressant parce qu'en fait, la plupart des propriétaires avec qui je travaille, à chaque fois qu'ils commençaient à peut-être éventuellement vouloir une demi-pension, je pense que dans 70% des cas, si bien sûr c'est des gens un petit peu novices par rapport à tout ça, m'ont tous posé la question, mais mon cheval va plus m'aimer. Donc c'est quand même important, je pense, de les rassurer. Effectivement, comme tu l'as dit, si on a des valeurs quand même assez communes, les conflits arrivent peu en général, mais quand même, ça reste une interaction entre deux humains avec un cheval au milieu, donc ça peut devenir complexe malgré tout. Personnellement, bah, j'essaye toujours de rassurer les gens. En fait, en tant qu'enseignante, je fais pas mal la médiatrice au final. Et du coup, vu que c'est des personnes que je connais, et moi j'attire des gens qui sont quand même dans une philosophie où ils essayent de mettre le cheval au centre de leur relation et de leur performance, ben, ça finit toujours par s'arranger. Donc voilà, je conseillerais vraiment comme Romain de la communication, être transparent surtout sur ce qui se passe avec le cheval et évidemment communiquer, mais c'est facile de dire communiquer parce qu'on a tous notre manière de communiquer et je pense que c'est vraiment important d'aller dans le détail en fait parce que bah, quand on intervient avec le cheval d'une autre personne, moi, c'est ce que je fais d'ailleurs même en tant qu'enseignante, hein, j'interviens avec le cheval de quelqu'un et ce quelqu'un, et en fait, on rentre vraiment dans son intimité. Donc, le demi-pensionnaire va également rentrer dans ce cercle-là, et je pense que c'est hyper important d'établir tout simplement une relation de confiance par de la communication, et ne pas hésiter du coup à faire intervenir un médiateur, que ce soit le coach, le gérant d'écurie, un tiers de confiance, voilà, mais c'est hyper important de bien savoir exprimer tout ce qu'on veut et les mécontentements s'il y en a, bien évidemment. Hmm. Ouais, l'authenticité, comme le cheval, ouais, c'est être capable d'être honnête par rapport à qui l'on est et comment on agit, comment on a l'habitude de collaborer, de se comporter avec les autres, encore plus quand il y a quelque chose qui nous appartient. Ça, c'est intéressant. Et l'autodérision aussi, parce que moi, je sais que par exemple, je suis vraiment clairement souvent relou, notamment dans le business, et je le dis et on en rigole, et voilà, être capable aussi de rire de soi et de ce qui est important pour soi. On l'exprime et être capable aussi de rire de nos inquiétudes, de nos comportements parfois. Mais ça nécessite du coup une authenticité à double niveau. Généralement, quand quelqu'un est vraiment authentique et OK avec qui il est, c'est par d'ombre et de lumière, entre guillemets, l'autre va s'aligner et va voir qu'il peut lui aussi s'ouvrir et se montrer avec ses forces et ses faiblesses. Complètement. Mm. J'ai une question, mais ça va. Je vais attendre 2 petites secondes parce que je vois qu'Élodie elle est en train de remettre ses écouteurs parce que je vais peut-être, ça sera peut-être aussi pour Anne-Sophie et Élodie. La dernière fois qu'on a discuté avec Romain, et du coup ça rejoint parfaitement ce que tu disais, Élodie, des fois d'avoir un tiers, un médiateur en cas de problème, qui on va voir comme tierce personne, ça peut être souvent bah, l'enseignant de l'écurie, le gérant de l'écurie ou quelqu'un de totalement extérieur. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le droit, dans un contrat de demi-pension, se dire, ah bah, tous les deux, on connaît cette enseignante, on l'aime beaucoup et on sait qu'elle est
elle est objective sur la situation. Est-ce qu'on peut la définir comme médiateur en cas de conflit parce qu'elle connaît le cheval, le demi-pensionnaire et le propriétaire? Est-ce que ça, on peut le rajouter dans un contrat ou c'est plus un accord à l'oral? Anne-Sophie, vous voulez répondre? Alors, moi, je dirais qu'il n'est pas conseillé d'avoir je mettrais quelqu'un de neutre. Ouais. Ouais. Après, juridiquement, on peut, hein, ça s'appelle une clause de conciliation préalable obligatoire. On peut prévoir de voir une personne en particulier. Par contre, effectivement, il faut qu'elle soit neutre et on ne peut pas forcer à la médiation. C'est-à-dire, on peut forcer à aller voir une personne, mais on ne peut pas forcer à trouver un accord. Voilà. Ok. Pour une médiation, il faut être 2. Très clair. Voilà. S'il y a juste une partie et l'autre partie ne veut pas, ça ne marchera pas. Très clair. Pour revenir du coup, j'ai encore 2-3 petites questions, puis après on passera à la partie plutôt assurance, à part à d'autres questions qui arrivent d'ici là. Pour la partie, du coup, toi, tu es enseignante, Élodie. Moi, de ce que je vois dans les offres de demi-pension qu'il y a sur Cavallon, il y en a beaucoup de propriétaires qui demandent que le cavalier prenne des cours à côté. Du coup, toi, c'est quelque chose que tu recommandes de prendre des cours à côté ou pas forcément? Tu dois être biaisée en tant qu'enseignante, du coup, peut-être aussi avoir le point de vue de Romain là-dessus pour avoir un double point de vue. Alors forcément, outre mon métier d'enseignante, même moi, en fait, en tant que cavalière, je prends beaucoup de cours, je fais beaucoup de stages, je me forme beaucoup. Voilà, c'est pas parce qu'on est professionnel, bien au contraire, qu'on ne doit pas se former. Je pense que oui, c'est essentiel. Personnellement et très naturellement, j'ai beaucoup de propriétaires qui prennent des demi-pensions, qui viennent me dire un peu après coup, au fait, j'ai mis dans le contrat qu'elle devait prendre au moins un cours avec toi. Bon bah ok, enfin c'est même très chouette du coup de la part du propriétaire, parce que ça veut dire qu'il a conscience que il faut que les valeurs s'alignent et que ne serait-ce que pour l'éducation du cheval aussi, il y a une cohérence encore une fois dans ce que propose le cavalier, le demi-pensionnaire à son cheval, quoi. Donc oui, je trouve ça bien. Après, bien sûr, il faut que ce soit adapté aux moyens financiers de temps de tout le monde. Mais évidemment, je pense qu'avoir un regard extérieur dans tous les cas, c'est une manière de plus d'avancer et de comprendre le cheval et même du coup d'aller plus loin aussi après dans la performance, quoi. Très clair, trop bien. Hmm. Romain, tu as ajouté quelque chose ou c'est tout bon? Non, bah oui, je rejoins Elodie. Bon, je suis aussi enseignant, donc du coup, je Oui, prêche aussi pour ma paroisse. Mais oui, oui, c'est important d'avoir un accord là-dessus pour avoir une cohérence dans l'approche et les demandes techniques et la manière de monter à cheval ou d'évoluer avec le cheval à pied, sans fermer la porte et pourquoi pas, voilà, se dire qu'il peut y avoir des enseignements complémentaires, mais c'est aussi une question à poser, à voir si la personne est ouverte ou non à ça. Et si je veux une demi-pension et que je vois que l'autre est carrément fermé et qu'il veut absolument que son coach et rien d'autre, voilà, voir si c'est OK pour moi ou pas. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller chercher à droite à gauche. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter ou c'est tout bon? On a fait le tour de à peu près tous les sujets. Ça me paraît pas mal pour moi. Trop bien. On a les grandes lignes, ouais. Trop bien, ultra intéressant. Pareil, merci beaucoup d'avoir partagé votre savoir-faire, expertise. En vrai, vraiment, c'est très intéressant et je pense que ça peut résoudre beaucoup de problèmes aussi en amont comme on a dit, communiquer. N'hésitez pas, on vous renverra le visio après si vous voulez réécouter aussi les méthodes si jamais il y a un conflit que Romain a donné. Et avant de partir du coup sur l'assurance, sachant que du coup je vous enverrai tous un mail à tous les participants avec du coup, je vais voir avec les différents intervenants ce qu'ils veulent envoyer. Chacun, vous proposez tous les deux vos services aussi en cours. Du coup, on enverra à tous les participants s'il y en a qui sont intéressés.
Pour aller sur la partie assurance, l'assureur qui devait présenter aujourd'hui n'est pas là, mais elle m'a envoyé ses réponses par écrit. Je les ai remis dans les slides. J'ai détaillé mes slides comme ça. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez faire des captures d'écran. Et pareil, du coup, on refera peut-être un temps d'échange s'il y a des questions bien particulières. Vous n'hésitez pas à les mettre dans les chats et moi, je les ai enregistrées pour les poser. Mais je pense que ça aborde quand même pas mal de choses. Hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Parfait. Hop. Du coup, au niveau de l'assurance pour le propriétaire, en général, du coup, ce qui est recommandé, c'est une assurance de responsabilité civile pour si jamais, du coup, il y a un dégât pour un tiers et d'assurer son cheval. Du coup, là, ça peut être une assurance qui couvre les décès, les frais de vétérinaire et du coup, le prix va varier en fonction de ce qu'on veut couvrir. Hop. Pour le cavalier, le cavalier, du coup, c'est un petit peu les questions qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. Si le cavalier a une licence, alors il peut bénéficier d'une prise en charge selon les garanties, du coup, lunettes, dents, invalidité, décès. Il peut souscrire en plus à une garantie de la vie privée qui couvre la pratique de l'équitation et qui interviendra en cas d'invalidité permanente sous forme d'indemnité forfaitaire. Et si c'est un chef d'entreprise, il peut souscrire à un contrat prévoyance intégrant l'équitation qui interviendra en cas de décès, d'invalidité, arrêt de travail avec des indemnités journalières. Les erreurs à éviter quand on choisit une assurance, c'est de bien vérifier que les chevaux soient bien pris en compte et que la pratique de l'équitation aussi. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une licence, une assurance en plus de la licence? C'est pas obligatoire, mais ça peut être bien parce que ça rajoute une garantie accident de la vie. Non, c'est pas je dis n'importe quoi. C'est pas nécessaire, enfin, c'est pas nécessaire, mais c'est recommandé. Et au niveau des assurances que vous pouvez prendre, c'est une garantie des assurances des accidents de la vie ou une prévoyance. Et la question que j'ai vue passer tout à l'heure dans le chat, est-ce que je dois être assurée pour les essais? Du coup, ce que l'assureur recommandait, c'était au minimum une licence et sinon d'être accompagné par un coach ou un cavalier professionnel. Et s'il y a sur là-dessus, si vous voulez que je remonte sur des slides, vous les screenez ou sinon vous pouvez me poser vos questions et j'enverrai aussi et puis je rajouterai les réponses dans le mail récap à la fin. Hop, je prends 2 petites minutes, je ne vous vois pas du coup, voir s'il y a des questions dans le chat. Ok. Du coup, il est déjà presque 20h, donc merci mille fois aux intervenants. On a fait à peu près le tour de toutes les questions. C'était ultra intéressant, c'était trop bien de vous avoir. Même moi, j'ai appris des choses. Donc, merci mille fois pour ça et votre temps. Et puis, merci aux participants qui sont restés jusqu'à la fin aussi. C'est très gentil et on espère que ça vous a plu et puis de vous revoir bientôt. Merci à tous. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.